Le 9 avril 2021, le prince Philippe meurt à 99 ans. Buckingham Palace annonce le deuil national. À 15 000 km de là, sur une île du Pacifique qui s'appelle Tanna, des hommes pleurent aussi, parce que pour eux, Philippe n'était pas le mari de la reine, c'était leur dieu. Et aujourd'hui, en 2026, ils attendent encore son retour. Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. Sur une île de Mélanésie, il existe un mouvement religieux actif depuis les années 1960 dont le dieu officiel est le prince Philippe, duc d'Édimbourg. Ils lui ont envoyé des lettres, et le prince Philippe leur a répondu avec des photos dédicacées, et en 2007, une émission de télé-réalité britannique les a emmenés en Angleterre rencontrer leur dieu. Et quand Philippe est mort, la question qui s'est posée sérieusement dans ces villages, c'est est-ce qu'on passe maintenant à Charles III? Pour comprendre comment un prince britannique devient un dieu dans le Pacifique, il faut remonter un siècle en arrière et comprendre ce qu'on appelle le culte du cargo, l'un des mouvements religieux les plus bizarres de notre histoire et qui a été créé à cause de la colonisation. On est à la fin du 19e siècle, début du 20e, et les empires coloniaux européens étendent leur base dans tout le Pacifique. Pour les populations mélanésiennes du Vanuatu, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des îles Salomon et de Fidji, c'est un choc qui n'a aucun précédent dans leur histoire. Des hommes arrivent de la mer avec des objets qu'ils n'ont jamais vus, dans des quantités qu'ils ne peuvent pas concevoir, des armes à feu, des conserves alimentaires, des vêtements produits en série, des médicaments, des outils en métaux, et derrière tout ça, des bateaux énormes en métal remplis de marchandises qui débarquent régulièrement. Le problème fondamental, c'est que ces populations n'ont aucun accès à la chaîne de production derrière tout ça. Ils ne voient jamais d'usine, ils ne voient jamais les blancs fabriquer quoi que ce soit. Ils n'ont aucune foutue idée de l'immensité du monde. Et ce qu'ils voient simplement, c'est des bateaux qui arrivent au port et des caisses qui en descendent. L'anthropologue Peter Lawrence, dans son livre de 1974 sur le sujet, résume ça parfaitement. Les populations locales ne pouvaient pas imaginer la logistique industrielle derrière l'arrivée des marchandises, parce qu'elles ne voyaient jamais les Européens travailler le métal ni tisser les vêtements, seulement le résultat final qui débarquait sur le quai. Et dans leur monde, ils ne peuvent en tirer qu'une seule conclusion. Dans beaucoup de croyances mélanésiennes, les richesses et les biens matériels ne sortent pas de nulle part. Ils viennent des ancêtres, des dieux, des esprits. C'est la nature qui leur offre les choses. Donc si ces blancs reçoivent des quantités pareilles de marchandises, et surtout des choses aussi fantastiques qu'ils n'ont jamais vu de leur vie, c'est que les blancs sont en contact avec des forces surnaturelles que les locaux ignorent encore, ou qu'ils connaissent un rituel secret qui déclenche l'envoi de ces richesses. La question qu'ils se posent immédiatement, c'est comment nous aussi on peut obtenir les faveurs de leur dieu ou esprit. Il faut comprendre les rituels des blancs pour que nous aussi des bateaux arrivent avec des marchandises envoyées par les dieux. Et là commence quelque chose d'absolument dingue. Des communautés entières vont reproduire le comportement des Européens dans les détails les plus précis possibles, en espérant déclencher le même résultat. Les premiers cas documentés datent de la fin du 19e siècle. Des insulaires commencent à couper des fleurs pour les mettre dans des vases exactement comme ils ont vu les administrateurs coloniaux le faire dans leurs bureaux. Ils commencent aussi à construire des bureaux en bois pour simuler l'activité de fonctionnaires. Des prophètes apparaissent annonçant un âge d'or imminent et certains vont jusqu'à ordonner la destruction des récoltes pour préparer l'arrivée du cargo. Car après tout, Dieu pourvoit, les blancs ne se font pas chier à récolter, donc il faut faire comme eux. La nourriture arrive dans d'étranges canettes en métal sur leur bateau. Il faut faire comme les blancs et ne pas travailler la terre. Et vous doutez bien, ça a commencé à créer un problème dans ces colonies, car l'administration coloniale, pour éviter que les autochtones meurent de faim et de famine, devait faire venir de la nourriture supplémentaire depuis les bateaux. Et à cause de ça, ça leur donnait une confirmation comme quoi ce qu'ils faisaient était la bonne méthode. Donc ils continuaient à cramer leur récolte. Et maintenant, on va voir l'exemple le plus documenté de toutes ces nouvelles croyances, et honnêtement l'un des trucs les plus cinglés de l'histoire du 20e siècle. C'est le mouvement John Frum sur l'île de Tanna, au Vanuatu. Un mouvement qui existe encore aujourd'hui en 2026, 85 ans après sa création. On est à la fin des années 1930, l'île de Tanna est évangélisée depuis le 19e siècle par des missionnaires presbytériens qui ont posé deux interdictions fondamentales dans la culture locale. Interdiction de la danse traditionnelle et de la consommation de kava. Le kava, c'est une boisson psychoactive extraite d'une plante, consommée lors de cérémonies rituelles depuis des millénaires dans tout le Pacifique. L'église débarque et dit plus de danse, plus de kava, comme les vrais relous qu'ils sont. Et surtout, convertissez-vous. Bien sûr, la résistance culturelle est massive, et je les comprends. Laissez ces hommes se droguer en paix. Mais cette résistance n'a pas encore trouvé de forme organisée. Et lors d'une cérémonie nocturne où des anciens consomment du kava, malgré l'interdiction, quelque chose se passe. Ils ont une vision. Un homme blanc en uniforme militaire leur apparaît, il se présente sous un nom qu'il prononce John Frum, ce qui en mélanésien veut plus ou moins dire John from America, donc Jean venu de l'Amérique. Et ce John Frum leur donne un message assez précis. Reprenez vos traditions, chassez les missionnaires et les colonisateurs, détruisez votre bétail, jetez votre argent à la mer et en échange, il leur apportera des richesses infinies. Il explique aussi qu'il habite dans le volcan Yassur, et quand il n'est pas parmi eux, ça veut dire qu'il voyage entre Tanna et l'Amérique en passant par le fond de la mer. Et franchement, ça me donne envie de tester ce fameux kava pour voir quel genre de dinguerie je serais capable de voir. En tout cas, les autorités coloniales s'affolent. À l'époque, Vanuatu est sous administration franco-britannique conjointe. Et après cette révélation de John Frum, des villages chrétiens entiers sont abandonnés du jour au lendemain. Les gens retournent sur leurs terres ancestrales. Les plantations sont désertées. Les administrateurs envoient des troupes pour enquêter sur ce fameux John Frum, et le résultat de l'enquête, il n'existe probablement pas. Personne ne peut prouver qu'un homme répondant à ce nom ait jamais existé physiquement. Mais le mouvement est déjà lancé et la répression coloniale ne fait qu'alimenter la conviction que les
les autorités ont peur de ce fameux John Frum. Et j'ai une théorie du complot, je pense que John Frum était un agent de la CIA qui est venu droguer les populations locales et leur faire croire que les Américains allaient les sauver, juste pour casser les couilles aux Français ou aux Anglais. Les Américains ont une très longue histoire d'anticolonialisme européen qui me fait bel et bien croire que cette histoire de John Frum n'est pas un simple délire de drogué, mais une opération clandestine de la CIA. Après, j'ai rien pour appuyer mes propos. En tout cas, on arrive en 1942, les États-Unis entrent en guerre dans le Pacifique après Pearl Harbor, et des centaines de milliers de soldats américains déferlent dans les îles mélanésiennes, avec des équipements que les populations locales n'ont jamais vus, même à l'échelle des colons européens. Des jeeps, des radios, des réfrigérateurs, des médicaments en quantité industrielle, des rations alimentaires par milliers de caisses qui descendent des bateaux et des avions militaires. Pour les fidèles de John Frum sur Tanna, c'est une évidence absolue. John Frum avait promis que des richesses viendraient de l'Amérique et voilà que des dizaines de milliers d'Américains arrivent exactement avec ce qu'ils avaient annoncé. La prophétie s'est réalisée. Et ça, en 1942, exactement comme prévu. Et je vous le dis, ces connards d'Américains avaient déjà préparé leur coup à l'avance. Je peux juste pas le prouver. Sauf que la guerre se termine en 1945, les Américains plient bagages et remportent tous les cargos avec eux. Et là commence la partie la plus poignante de l'histoire et les exemples les plus frappants de cette histoire du culte du cargo. Parce que les mouvements culturels ne s'éteignent pas avec le départ des Américains, au contraire ils s'intensifient. Les insulaires de plusieurs îles se mettent à construire des infrastructures militaires en bambou et en bois. Des tours de contrôle avec des hommes qui portent des casques sculptés dans du bois. Ils parlent aussi dans des microphones faits dans des branches. Ils construisent aussi des pistes d'atterrissage avec des feux alignés sur les côtés pour guider les avions, donc c'est-à-dire qu'ils défrichent la forêt pour créer de nouvelles pistes. Ils font aussi des antennes radio fabriquées avec des bâtons et des lianes. Ils organisent des défilés militaires en uniforme de bambou avec des fusils taillés dans du bois. Et ils marchent aussi au pas exactement quand ils ont vu les soldats américains le faire. Ils reproduisent les formes avec une précision qui confond même les observateurs extérieurs. Et vous vous demandez pourquoi ils font tout ça. Et c'est tout simplement car pour eux c'était les rituels qu'accomplissaient les Américains pour que les dieux leur emmènent les marchandises et nourriture. Le problème bien évidemment c'est que les avions n'atterrissent pas. Les bateaux cargo chargés de leurs marchandises ne viennent pas non plus. Et malgré ça leur foi est restée intacte. Ils dédoublent d'efforts car peut-être ils font mal les rituels. Aujourd'hui encore, chaque 15 février, les fidèles de John Frum sur Tanna se rassemblent, défilent avec leurs fusils en bambou et brandissent le drapeau américain et attendent le retour de celui-ci depuis maintenant 85 ans. Et d'ailleurs, sur la même île de Tanna, dans les villages de Yaonanen et Yakel, un autre mouvement culturel commence à se former dans les années 1960 et il est lié à une prophétie locale ancienne. Un fils d'un esprit du volcan aurait quitté l'île il y a très longtemps, aurait traversé les océans et aurait épousé une femme très puissante dans une terre très lointaine. Et un jour, cet homme reviendrait. Dans les années 1960, des villageois voient dans des bâtiments administratifs britanniques des photos officielles d'un homme en uniforme blanc aux côtés d'une femme visiblement très puissante. Et là, toutes les pièces de la prophétie se sont assemblées. L'homme est blanc, habillé comme un militaire, marié à une femme puissante dans une terre lointaine. Pour les anciens du village, la connexion avec la prophétie est immédiate et totale. C'est lui, c'est le fils de l'esprit du volcan revenu sous une autre forme. Et cet homme s'appelle le prince Philippe, duc d'Édimbourg, marié à la reine Elisabeth d'Angleterre. Le mouvement prend d'ampleur tout au long des années 1960 et 1970, et en 1974, la reine Elisabeth II et le prince Philippe ont une visite officielle à Vanuatu, dans le cadre d'une tournée du Commonwealth. Le chef guerrier Jack Naiva prend une pirogue pour rejoindre le yacht royal, il voit Philippe debout sur le pont en uniforme blanc, et sa foi est définitivement confirmée. Quand les autorités britanniques informent Philippe de l'existence du culte, il accepte d'envoyer une photo officielle dédicacée aux villageois de Yaonanen. Les villageois lui envoient en retour un anal, une sorte de club traditionnel mélanésien utilisé pour abattre les cochons lors des cérémonies. Et Philippe se fait photographier en tenant le club et renvoie la photo. Ces photos, 3 en tout, dont une envoyée en 2000, sont des objets sacrés dans le village, gardés par le chef comme des reliques. En 2007, la chaîne britannique Channel 4 diffuse une émission de télé-réalité où 5 hommes de Tanna vont en Angleterre rencontrer leur dieu. Philippe les reçoit à Windsor. Des cadeaux sont échangés, les hommes de Tanna observent leur dieu dans son environnement naturel, les palais, les jardins, les gardes en uniforme, et repartent avec une nouvelle photo. Sauf que le 9 avril 2021, Philippe meurt à 99 ans. Sur Tanna, les fidèles apprennent la nouvelle et pleurent. Mais le mouvement ne s'effondre pas. La question qui se pose dans les villages n'est pas est-ce que notre foi était fausse, c'est est-ce que l'esprit de Philippe va un jour revenir sur l'île, et sous quelle forme. Certains commencent à observer le prince Charles qui avait lui-même visité l'île en 2018. D'autres estiment que Philippe reviendra directement et que sa mort dans le monde des Blancs n'est qu'une étape dans son voyage de retour vers Tanna. Le mouvement compte aujourd'hui environ 700 fidèles actifs sur l'île de 29 000 habitants. Et oui, je sais, c'est complètement parti en couille et certains derrière la vidéo doivent glousser un peu et je l'entends. Avant de faire cette vidéo, je connaissais déjà le sujet dans ses grandes lignes depuis des années et j'étais resté dans ma pensée de mecs en pagne qui connaissent rien au monde et qui font les gogoles avec des trucs de bambou en pensant que ça va faire apparaître des avions et des bateaux. Et j'étais pas non plus en mode oh mon dieu, ces sauvages sont complètement stupides. La différence de technologie est tellement grande que c'est normal en soi de réagir de leur façon. Imagine au Moyen-Âge, tu fais un spectacle de drones au-dessus d'un village avec les drones qui forment des visages, je peux t'assurer que tout le monde se chie dessus et même des exorcistes du Vatican sont envoyés en catastrophe pour enquêter. Et ils en profiteront dans le feu de l'action pour mettre au bûcher la vieille folle du village qui fait chier tout le monde en disant que c'est une sorcière et que c'est elle qui a invoqué ses visages. Et justement,
on en vient à ma grande découverte en faisant la vidéo qui a complètement changé ma vision de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, et m'a permis de voir qu'au final, même maintenant, on est comme ces indigènes des îles. On a aussi notre propre version du culte du cargo, et vous êtes aussi peut-être concerné sans le savoir. En 1974, Richard Feynman, prix Nobel de physique, probablement le vulgarisateur scientifique le plus brillant du XXe siècle, a regardé exactement cette affaire du culte du cargo et en a conclu une chose simple: on fait tous pareil. Feynman prononce ce discours à Caltech devant une promo d'ingénieurs fraîchement diplômés, et il ouvre son discours en parlant des insulaires du Pacifique. Il décrit les tours de contrôle en bambou, les casques en bois, les hommes qui parlent dans des branches en attendant les avions. Il décrit comment ces gens ont tout observé, tout reproduit avec une précision stupéfiante, et certains dans la salle se sont mis à rigoler ou glousser. Et après avoir expliqué la situation comme je l'ai fait dans cette vidéo, il a dit au public qu'au final ils font tout comme il faut, la forme est parfaite, ça ressemble exactement à ce que faisaient les colons, mais ça ne marche pas, aucun avion n'atterrit. Et là il se tourne vers ses diplômés et leur dit: il existe une catégorie entière de chercheurs qui font exactement pareil. Ils publient des articles avec les bonnes références, les bonnes méthodologies en apparence, les bons tableaux de statistiques, ça ressemble exactement à de la science, sauf que les résultats ne sont pas reproductibles, les théories prédisent rien d'utile, et les effets s'évaporent dès qu'on essaie de les vérifier sérieusement. Il appelle ça le culte du cargo scientifique, des chercheurs qui construisent des pistes d'atterrissage en bambou et attendent des avions qui viendront jamais, parce qu'ils copient la forme sans comprendre ce qui fait que ça marche vraiment. Ce discours est republié en 1985 dans un recueil qui devient un livre culte, et le concept s'étend au-delà de la science. En informatique, on a le culte du cargo de la programmation, c'est-à-dire copier-coller du code sans le comprendre en espérant que ça marche parce que ça a marché ailleurs. En management, le culte du cargo de l'agilité, les boîtes qui adoptent les sprints, les kanbans, les réunions quotidiennes ultra chiantes, sans comprendre la philosophie derrière et l'utilité, juste parce que les boîtes qui cartonnent le font. Et combien de vous sont dans des boîtes comme ça? Ça se retrouve le lundi matin dans des réunions de merde qui durent 2 heures et qui pourraient être résumées avec un PDF que tu peux lire en 5 minutes, juste que parce que ça donne la sensation d'être une entreprise sérieuse. En entrepreneuriat, c'est pareil, c'est la startup qui installe des baby-foot et des open space vitrés, des distributeurs de bonbons illimités et des baristas pour reproduire les cafés de Starbucks caramel macchiato, en espérant obtenir les mêmes résultats que Google, Meta ou TikTok, parce que ces entreprises ont des baby-foot et tout le tralala que je viens de dire. Et c'est pas limité au monde du travail, prenons l'exemple des bains froids. Pendant 3-4 ans, tout le monde s'est foutu au bain de glace. Et aussi les douches froides, tu voyais Joe Rogan, André Huberman qui a l'un des plus gros podcasts sur les protocoles de santé basés sur la science, et aussi David Goggins qui se filmait dans leur bain de glace tous les matins. Des mecs qui ont du succès, qui sont en forme et qui ont l'air d'avoir tout compris. Des millions de personnes se sont mises à faire des bains froids, et certains après leur séance de muscu, convaincus que c'était le secret des gens qui performaient. Et je me souviens d'ailleurs l'avoir fait à cette époque quelques fois dans une salle en Andorre où il y avait sauna plus bain froid. Et directement après ma séance, je faisais le combo sauna 10 minutes, puis bain froid 2 minutes, et ça 3 fois d'affilée. Sauf qu'en 2024, une méta-analyse publiée dans l'European Journal of Sport Science, 8 études au total avec comme titre "Jeter de l'eau glacée sur la croissance musculaire", a conclu que les bains froids après la musculation réduit activement la croissance musculaire. Pas juste des bénéfices limités, mais ça les réduit. Ça bloque la synthèse des protéines musculaires, ça perturbe les voies anaboliques, ça active les facteurs de dégradation musculaire. Donc tous les mecs qui imitaient leur influenceur muscu préféré qui faisait des bains froids après des séances pour leur ressembler, faisaient quelque chose au final qui empêchait activement de devenir comme leur influenceur muscu. En fait, le culte du cargo, si on le simplifie, c'est quoi? C'est notre vieux logiciel de singe. On apprend en imitant, singe voit, singe fait. Le problème, c'est pas de copier quelqu'un qui réussit, ça peut être très intelligent. Le problème, c'est de copier la forme sans comprendre le mécanisme. Tu copies les bains froids, mais tu comprends pas la récupération. Tu copies la morning routine d'un entrepreneur, tu te lèves avant que le soleil se lève, tu bois un smoothie vert au cum, tu prends tes douches froides, méditation, mais tu comprends pas son business. Et en faisant ce genre de conneries, ce que t'es en train de faire, c'est juste des pistes d'atterrissage en bambou, en espérant qu'un avion atterrisse. D'ailleurs, dans le VK Studio, on a préparé une boîte à outils gratuite pour ceux qui veulent utiliser l'IA pour faire leur premier revenu. Et ça vous donne aussi un aperçu de ce qu'on fait dans le VK. Dedans, vous avez les outils à utiliser, les missions que vous pouvez vendre, un plan sur 49 jours pour viser vos premiers 1000 euros, et un script pour trouver vos premiers clients, même si vous avez 0 portfolio. Mais je précise un truc, le but c'est pas de vous donner 3 prompts magiques à copier comme des débiles en attendant que l'argent tombe du ciel. Ça serait littéralement le culte du cargo de ChatGPT. Le but c'est de comprendre la chaîne complète, quoi vendre, à qui, avec quel outil, dans quel ordre et comment passer à l'action. Le lien en description, c'est gratuit, mais lisez vraiment et appliquez-le. Sinon, même cette boîte à outils peut devenir une simple tour de contrôle en bambou. Et dernière précision, cette boîte à outils est disponible que pendant une semaine, donc faut la choper maintenant. Et pour conclure, je vous laisserai méditer sur ça. Qu'est-ce que vous faites actuellement qui tient du culte du cargo? Est-ce que vous comprenez vraiment ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que ça a vraiment un intérêt ou vous copiez car c'est ce que font tous les autres macaques? Et soyez pas pudiques en commentaire, je pourrais parler pendant 10 minutes des conneries que j'ai copiées sans comprendre. Notamment l'histoire des bains froids où tu te retrouves à ventiler comme un connard alors que ça sert à rien. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs. Salut mes potes.